Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui, on se retrouve après environ un mois d'absence. Désolé pour tous ceux qui attendaient des nouveaux podcasts, mais ne vous inquiétez pas les amis, tout va bien. On va reprendre ensemble les bonnes vieilles habitudes. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner mon gars et de mettre un pouce et d'activer la petite cloche pour les notifications, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est la première fois en un peu plus d'un an d'existence sur la chaîne que nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Et on va se demander en cette fin de saison si l'OM peut finir dans les 3 premiers et s'ils vont réussir à se qualifier directement pour la Champions League. Et pourquoi en Ligue 1, il faut à tout prix éviter cette 4e place avec la réforme de l'UEFA. On va détailler tout ça dans ce podcast spécial Marseille. Marseille qui est quand même une des meilleures ambiances, un des meilleurs stades de France, le meilleur public de France avec Lens même. Marseille, c'est le feu, hein. On va parler de l'OM, de ses concurrents directs, on va aborder le terrain, le système de jeu, les compos, les joueurs qui nous déçoivent, les joueurs qui ont progressé sous De Zerbi, l'entraîneur bien évidemment. On va parler de l'environnement marseillais avec Benassia, Ravanelli et Longoria, le niveau de stabilité ou plutôt d'instabilité et de pression qu'il y a autour de l'OM, du calendrier, la petite mise au vert que va imposer Roberto De Zerbi à ses joueurs en Italie pour essayer de bien terminer la saison. On va parler tout ça de façon objective, on va essayer, et de façon intelligente. C'est parti les amis, let's go. Alors on va commencer par parler un peu de tactique et de système de jeu de l'OM cette année qui joue souvent avec 3 défenseurs. Une espèce de système en 3-4-2-1 ou un 3-4-3, ça dépend comment on considère les joueurs offensifs. On a l'impression que Roberto De Zerbi n'arrive pas à mettre le pulse dans le bon ordre. On dirait qu'il n'a pas encore trouvé la bonne compo dans le bon système. Bon, pour moi, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette défense à 3, pour moi, elle ne marche pas. Il n'y a aucun club français qui n'a été performant depuis très longtemps avec 3 défenseurs centraux. Il faut regarder le PSG de la grande époque, le Bordeaux de Laurent Blanc qui jouait bien, la Lyon quand il dominait la Ligue 1, même Nantes avant. C'était toujours des défenseurs à 4. On va prendre une équipe actuelle qui marche bien en ce moment avec 3 défenseurs centraux. On va prendre l'Inter de Inzaghi qui joue en 3-5-2. Je pense que l'OM n'a pas les joueurs qui n'ont pas les qualités intrinsèques pour jouer à ce niveau-là. Il faut que tu aies 3 défenseurs très costauds. Je m'explique pourquoi je parlais de... Je vais prendre l'exemple de l'Inter, ça va vous parler. On a souvent Bastoni, De Vrij, Bissek ou Acerbi ou Pavard. C'est 3 joueurs qui sont complémentaires. Il y a souvent un rapide, un relanceur, un costaud, un polyvalent. C'est des joueurs qui sont très forts en 1 contre 1, qui sont expérimentés. Ils ont l'habitude du système. C'est un système qui demande des automatismes, du temps, qui demande un bon QI foot. Ils sont bons de la tête. Ils font assez peu de fautes, ils savent parfaitement communiquer, jouer leur ligne de hors-jeu, couvrir leurs pistons qui montent, les montées de Di Marco côté gauche notamment. Donc pour jouer avec ce système à 3, il faut que tu aies 3 défenseurs centraux costauds et intelligents et bons dans leur placement et rapides quand tu dois jouer un 1 contre 1. Et honnêtement, cette année, l'OM n'a pas les joueurs qui ont ces qualités pour jouer ça, qui n'ont pas les joueurs assez rapides, qui ne sont pas assez bons en 1 contre 1. Donc ta défense centrale, elle n'était pas terrible avec Murillo. Kondogbia, c'est pas son poste, il est pas très rapide, il est à la ramasse un peu cette saison, et Cornelius aussi, c'est pas terrible. Il y a Felipe Luis aussi qui revient d'Arabie Saoudite, qui n'a pas encore retrouvé sa condition physique. Et il y a aussi l'énigme Chancel Mbemba, c'est même pas une énigme, je pense qu'il y a eu un gros clash d'ego en fin de saison, personne ne veut faire de concessions, c'est parti au bras de fer, il jouera pas, il y a eu un gros conflit avec la direction, avec Benassia. Je crois, c'est dommage, tu ne joueras pas, tu prends un joueur avec un gros salaire qui était plutôt bon l'année dernière. Je pense même que c'était un de tes meilleurs défenseurs centraux l'année dernière, il ne joue pas. Il était expérimenté, pourtant il a une bonne expérience en Champions avec Porto et l'OM. Voilà. Donc l'OM n'est pas assez performant défensivement. On va d'ailleurs regarder sur le petit classement là que l'OM est la 10e meilleure ou pire défense de Ligue 1, c'est comme on veut, donc ça à un moment donné c'est pas sérieux. Heureusement que tu as un excellent roulis qui te sort des parades et qui te fait gagner des points, parce que voilà, c'est sur la petite composition, le petit plan tactico-tactique dont je voulais parler. Bon, moi je suis franco-italien donc j'aime bien un peu la tactique, mais là cet homme prend vraiment trop de buts. Contre Monaco, il y a eu des erreurs de communication, des erreurs de placement, c'était n'importe quoi. Kondogbia, c'est pas son poste, le malheureux. Cornelius, je le trouve pas bon. Murillo, c'est trop léger. Il y a la blessure de Balerdi en plus. Moi, je voulais parler un peu. Alors, Balerdi,
On en pensera ce qu'on veut, mais c'est quand même le patron de ta défense. Il est plutôt bon dans le domaine aérien, c'est quand même un joueur de Ligue 1 plutôt bon, correct. Bon, si vous écoutez l'After RMC, si vous écoutez Walid Acharchour qui nous explique, il va bientôt nous expliquer que Balerdi c'est Nesta, que c'est Baresi, que c'est Thuram, que c'est Desailly. Non, faut pas abuser quand même. Oui, son absence est préjudiciable. Maintenant, pour un OM ambitieux, est-ce que c'est suffisant pour un OM ambitieux qui veut jouer les premiers relais Ligue 1, qui veut jouer la Champions? Je sais pas, mais c'est quand même un bon joueur, Balerdi, parce que bon, quel que soit l'entraîneur, il finit toujours par être titulaire. Donc c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça quand même. Et il va revenir bientôt, Balerdi, donc ça sera quand même un gros plus. C'est quand même un Argentin qui a du caractère, qui, bon, des fois il fait des petites conneries, mais heureusement qu'il est là quand même, souvent. Pour cette équipe de l'OM. Alors, le classement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si le podcast te plaît, mon gars. L'OM est actuellement deuxième. On va parler de ce qui nous intéresse ici, ce qui va être un peu le cœur du podcast. Ça va être la lutte pour les places 2 et 3. Il faut absolument que l'OM finisse sur le podium. C'est ce que je disais dans mon introduction. Il faut à tout prix éviter la 4e place. Je vais te la faire courte. La 4e place, c'est la place du con. Pourquoi ? Parce que tu joues 2 tours préliminaires. Un tour préliminaire, un barrage. Donc ça fait au moins 4 matchs. Donc c'est 4 matchs contre une équipe dont l'indice UEFA est inférieur à celui de la France. Donc tu peux ramasser un club portugais, un club hollandais, un club russe, un club ukrainien, un club grec, un club turc. Et ça, ce sont souvent des matchs pièges. On l'a vu l'année dernière avec le LOSC qui a battu le Fenerbahçe de Murillo. Mais c'était quand même compliqué. On a vu un grand chevalier qui a fait pas mal de sauvetage. Et aussi, historiquement, ce tour préliminaire de Champions League est très souvent fatal au club français. Je pense à Monaco qui s'est fait sortir par le Shakhtar, qui s'est fait sortir par le PSV, même Marseille qui s'est fait sortir par le Pana. On peut penser à Lyon qui s'est fait sortir par Maribor. Je crois même que j'ai un souvenir, les plus vieux, ils vont confirmer ou infirmer si je me suis gouré. Je crois que Metz a perdu contre Helsinki ou Tampere, je crois un club finlandais si je dis pas de bêtises. Donc bon, bref. Je vais les chercher loin dans mes mémoire. Vous voyez qu'on n'est jamais à l'abri d'une merguez, d'une saucisse, donc il faut absolument éviter cette 4e place pour l'OM. Donc on a une réforme UEFA. Donc maintenant le 3e club est directement qualifié pour la Champions, mais le 4e va devoir jouer 2 tours préliminaires. En plus, quand vous jouez ces barrages, il faut être prêt, il faut vite recruter parce que l'avenir économique de votre saison en dépend. La saison va être plus longue, il faut vite recruter pour être prêt. Et c'est compliqué. On a vu cependant que c'était faisable parce que cette année, le LOSC a bien réussi et ensuite fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Donc oui, c'est possible, mais si tu peux être sûr d'être 3 ou 2, tu t'enlèves une belle épine du pied, quoi, parce que 4e, tu peux avoir un match piège. Comme voilà, j'ai cité des équipes là, c'est n'importe quoi, Braga, un club turc, un club ukrainien, un club russe, c'est toujours des déplacements pièges là-bas, quoi. Donc là, on a un Olympique de Marseille qui a battu Montpellier sans trop de soucis. Mais bon, ils prennent un but quand même encore sur la seule action de Montpellier. Ça rejoint un peu ce que je disais en intro, que la défense est friable. Cette défense doit progresser vite. C'est clairement un axe de mercato pour la saison prochaine. Donc Marseille là va recevoir Brest, qui n'est pas dans la forme de sa vie. Au Vélodrome, je pense qu'on l'OM peut battre Brest. Et ensuite, il va avoir un match clutch très important pour moi, peut-être le match le plus important de fin de saison, c'est qu'à la 32e journée, Marseille va à Lille. Ça, c'est le match à ne pas perdre. Parce que Lille, à domicile, c'est fort. C'est une équipe qui a des certitudes, qui a une belle technique au milieu de terrain. C'est une équipe qui a pris de l'expérience en Champions League. C'est une équipe qui est performante, qui a des joueurs techniques, qui a un Joe David en forme. Match super important. Ensuite, 33e journée, Le Havre. Bon, voilà. Sachant qu'aussi, la 33e journée, il y a un Monaco-Lyon. Ils vont se bastonner entre eux, ils vont laisser des plumes. C'est bien. Donc si tu arrives à être encore 2e avec 2-3 points d'avance sur le 3e, tu es quasiment sûr d'être 2 ou 3. Donc oui, je pense que l'OM peut le faire. Si vraiment à moins d'une catastrophe atomique, oui, je pense que l'OM peut le faire. L'OM a quand même les armes pour prendre des points, quoi. On va parler un peu des concurrents de l'OM. Forcément, il y aura une équipe qui va être déçue et qui va devoir jouer la C3 et la place de la Champions League. Bon, le PSG est champion, ça on sait, de toute façon on le sait du départ. Donc, pour moi, pour la 2e et la 3e place, je vois une grosse bagarre comme c'est déjà le cas entre Marseille et Monaco. Marseille a une certaine fraîcheur puisqu'ils n'ont joué qu'un match
par semaine. Monaco est libéré de l'élimination en Champions. Ils ont Biret qui marche bien. Et il y a aussi le LOSC en embuscade qui est aussi une belle équipe. Donc attention. Monaco finit souvent à boulet de canon. Ils ont bien intégré Biret, l'attaquant qui met but sur but. Zakaria revient en forme. Ils finissent souvent à boulet de canon. Ils ont un calendrier plutôt favorable. À mon avis, ils vont faire 2 ou 3 aussi. Après Monaco, ils ont un match contre le Havre, je crois. Donc ils vont prendre des points. Lille aussi, une équipe qui n'est pas facile à déloger. On a un David en forme. On a un groupe qui a des certitudes, qui a une belle qualité de jeu. Voilà. Après, très honnêtement, ça c'est les Marseille, Monaco, Lille. C'est les 3 équipes avec le PSG, on le sait, c'est les 4 premiers pour moi, je pense. Dites-moi vous ce que vous pensez, dans quel ordre. La question c'est dans quel ordre. On va parler rapidement de Nice et de Lyon. Nice, je les trouve trop irréguliers. Je les vois pas. Ils n'ont pas réussi à battre les gros cette saison. Lyon, en plus Nice joue le PSG. Le PSG qui va vouloir terminer invaincu. Ça va être compliqué pour eux. Lyon, je pense que la défaite contre United dans ces 3 va leur laisser des grosses traces dans la tête. Plus certainement la blessure de Tolisso, la défaite contre Saint-Étienne. Mentalement, ils y sont pas. Voilà, je les vois pas non plus passer devant Marseille. Strasbourg qui est sur une bonne dynamique avec un effectif jeune qui joue sans inhibition, avec des joueurs talentueux qui sont en train d'exploser là avec Bakwa, avec Emega. Peut-être Strasbourg peut peut-être faire un truc, ils sont sur une bonne série, mais je pense que l'OM a de quoi faire. Si l'OM est sérieux, qui resserre un peu les boulons derrière, qu'ils arrêtent de prendre des buts à la one again comme contre Monaco, je pense que notre ami De Zerbi et son groupe peuvent faire quelque chose. Là, ils sont partis en mission commando en Italie. Et justement, on va parler un peu de ça et de Roberto De Zerbi. Bon, vous voyez, j'essaie d'être objectif parce que sinon j'ai peur j'ai peur de recevoir des insultes des Marseillais là dans les commentaires. Je vous vois là. Ok. Alors, n'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît, c'est très important. On va faire grossir la chaîne ensemble bientôt. Le contre-pied, venez tous parler de la chaîne à vos amis. On a notre ami De Zerbi qui a décidé de faire une petite mise au vert en Italie pendant plusieurs semaines. Bon, on dit que c'est un stage commando, mais bon, je trouve que cette appellation, elle est un peu à côté, quoi. Allegri avait fait ça avec la Juve en 2017, ils avaient été champions, donc pourquoi pas. Il part un peu dans une mission au calme. S'éloigner un peu du stress, ressouder le groupe, discuter, changer d'atmosphère, plus calme, loin du stress, loin des médias, loin du public, loin de la pression. Ça peut être une bonne idée. Moi, je pense que des fois, même dans votre vie professionnelle, on n'est pas joueur de foot pro, mais des fois, changer de cadre, voir un peu d'autres choses, changer un peu de contexte, ça peut faire du bien dans la tête et repartir avec des mentales apaisées. Voilà. On va mettre un peu de data sur De Zerbi, le fameux De Zerbi Ball. J'ai entendu parler de ça en début de saison, là, et je suis toujours un peu sceptique parce que cette notion de Zerbi Ball, c'est un entraîneur qui va imprimer une identité de jeu basée sur la possession. On ne l'a pas vraiment vu. Il aime bien faire ressortir de derrière, passer sur les côtés, jouer un bloc médian avec des triangles sur les côtés, garder un peu la possession au milieu. C'est pas un entraîneur de transition. Est-ce que ça colle avec l'effectif que tu as à l'OM ? Je pense notamment sur les côtés et devant. Au milieu, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça manque encore un peu de créativité, mais c'est ça la grande question, quoi. Est-ce que ça colle ? Est-ce que De Zerbi doit pas un peu plus s'adapter à son effectif, ou est-ce qu'il lui manque peut-être pas aussi des recrues, quoi ? Voilà, faut s'enflammer. L'OM, ça s'enflamme toujours vite à domicile. Mais c'est bien ça pour le spectacle. On voit que c'est pas un entraîneur de transition. Il aime l'OM. Il a dit qu'il aimait ça, la chaleur, le public, les polémiques, comme il a dit même. Faut savoir qu'à l'OM, il faut aller vite. On n'a pas le temps. Comme dirait Thierry Henry, il faut des résultats. La preuve, ils ont viré Wai vite, ça n'allait pas. Bouf, tu dégages. Bon, De Zerbi, il fait ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a. C'est sûr qu'il y a des carences défensives. C'est sûr. Bon, par moi, le gardien, c'est excellent. Le milieu, c'est pas mal. Ça manque un peu de créativité. Le placement de Rabiot, il est plus souvent dans une position haute. Il met quelques buts, il a une bonne frappe, mais c'est pas vraiment un joueur créatif. Plutôt un joueur d'équilibre qui a beaucoup de qualité. Rabiot, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. On aimerait bien avoir un peu un rythme. Je crois qu'il a été blessé, là il revient. Avec aussi, moi j'aimerais bien voir peut-être que De Zerbi n'y a pas pensé. Je pense qu'il y a pensé, mais j'aimerais bien avoir un rythme avec le jeune Bilal Nadir, qui est un beau joueur intéressant aussi.
Ça pourrait être pas mal, quoi, parce que tu as beaucoup de milieux défensifs, des 6, des 8, des Rongier, des Bennacer, des Hojbjerg, des Rabiot. Quoique Bennacer, il a quand même une certaine touche technique qui est intéressante. Je trouve que devant, par contre, ça manque de poids. Tu es trop dépendant du côté de Greenwood, qui est un peu intermittent du spectacle. Greenwood, bon, c'est quand même le meilleur buteur du club, je crois, hein. Mopé devant, c'est un joueur combatif, il va en mastic, il n'y a pas de souci, il met quelques buts, mais bon, il n'a pas peur, hein, il va se taper contre des joueurs qui font 2 fois sa taille, hein, il y a une bonne mentalité, hein, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que le manque d'un gros neuf, c'est problématique à l'OM. C'est un problème récurrent à l'OM depuis 10 ans. Le fantasme, le fantasme du grand attaquant, du grand neuf, ça date de l'après Drogba. Ça, c'est vraiment un vieux délire. Donc, je pense que l'OM va devoir absolument recruter un neuf, un joueur de côté et 2 défenseurs. 4 joueurs l'année prochaine, je pense. Voilà. Il y a des joueurs qui ont progressé sous De Zerbi. Alors, c'est un peu bizarre parce que Luis Enrique, par exemple, sur son côté droit, je le trouvais très bon en début de saison. Je trouve qu'il a beaucoup apporté. Je crois qu'il a fait 7 passes D, 7 buts, 8 buts, quelque chose comme ça. Il était très bon en début de saison. Là, il est beaucoup moins bon. J'ai bien aimé là depuis quelques semaines le retour d'Ulysse Garcia. Ça peut être une bonne solution côté gauche. Je trouve qu'il a bien progressé. Le petit latéral, là, il s'est remis la tête en d'aplomb. Il a du caractère. Il apporte offensivement et défensivement. Voilà, le milieu de terrain est stabilisé. Voilà, donc je trouve que c'est une équipe un peu lente. Si tu enlèves Greenwood, tu te rends compte qu'il n'y a pas des masses de joueurs qui ont l'étincelle, le frisson. J'ai recruté un peu Gouiri pour ça. Gouiri qui n'est pas vraiment un neuf, mais qui est un joueur frisson qui peut éliminer, qui peut te faire du jeu, qui peut te faire un peu des combinaisons devant, jouer entre les lignes, hein. Il fait plutôt un bon début de saison. Gouiri, pareil, il a été blessé, mais il va revenir, quoi. Après, ça reste à voir comment tout ça va se combiner en fin de saison. Bennacer, Gouiri, Greenwood, tout ça. Donc à voir, hein. Bon, Kondogbia, là, je fais un peu une revue d'effectifs. Kondogbia, c'est pas son poste. En plus, il est plutôt jeune, il est pas très rapide. Voilà, un petit manque de créativité, c'est ce que je disais, quoi. Ça manque un peu de joueurs frissons. Greenwood, Gouiri, c'est tout, quoi. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Harit. C'est lui qui peut faire des décalages aussi en première intention. On l'a pas beaucoup vu. Il a été blessé. Ça manque un peu de vitesse dans les transitions, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça aussi, c'est un point sur lequel ils vont travailler sur le prochain mercato, quoi. C'est sûr, sûr, sûr. D'où l'importance d'être qualifié en Champions pour avoir des thunes et pour recruter les joueurs qui vont te permettre de progresser où tu as des carences, quoi. Alors, on va aborder un peu le sujet économique, l'argent qui découle. On sait qu'une qualification en Champions League, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. En plus, là, il y a des matchs en plus avec la réforme, donc c'est vraiment une aubaine pour l'OM. Il y a un problème récurrent du côté de l'OM. C'est pour ça que je disais que l'OM a pris Bennacer, a pris Rabiot, Greenwood, qui ont des gros salaires. La masse salariale est grosse et conséquente. Tu es obligé de te qualifier en Ligue des Champions, ne serait-ce que pour des raisons économiques et aussi pour le prestige. Tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois être en Ligue des Champions tous les ans, quoi. Petit problème avec mon ami Pablo Longoria, que j'aime bien. Pablo Longoria, je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent, qui est honnête, qui répond aux interviews. Son interview dans la revue de l'After est très bonne. Il a une culture italienne, on va dire, hein, italo-espagnole. Bon, il s'est un peu énervé l'autre fois avec son histoire de corruption, mais il était énervé. Ok, bon, ils ont perdu, il a pété un plomb. C'est quelqu'un de jeune, Pablo Longoria. Il a le même âge que moi, quoi. Donc, à 39-40 ans, je crois. Donc, voilà. Pour être un dirigeant d'un gros club comme ça, comme Marseille, c'est pas facile, il y a de la pression. Mais il faut quand même lui reconnaître qu'il travaille plutôt bien. Il a fait des belles choses, je pense même avant avec Tudor, tout ça. Il a fait venir Greenwood, il a fait venir De Zerbi, c'est toujours des bonnes recrues. Bon, il s'est planté sur quelques joueurs aussi, Vitinha et compagnie. Voilà. Le problème de Longoria, c'est que je pense qu'il a un peu trop ce que j'appelle la culture football manager. C'est-à-dire que tous les ans, quasiment, l'OM change d'entraîneur et il change 9, 10 joueurs. 7, 8, ça dépend des saisons. Tu as plus de la moitié de ton effectif qui change. Aucun grand club européen ne fait ça. Les grands clubs européens, ils peaufinent leurs effectifs, ils changent 3, 4 joueurs. 4 quand tu es obligé, quand tu as un joueur qui prend sa retraite, quand tu as un blessé. Mais c'est très difficile de créer des automatismes tous les ans quand on change 8 joueurs. Surtout quand tu joues dans une défense à 3, tu n'instaures pas une défense à 3 comme ça sur quelques mois en changeant tout le temps ta compo, quoi. Donc ça, cette instabilité de l'effectif, pour moi, c'est vraiment un problème récurrent de l'OM, hein. C'est un facteur d'instabilité bien plus important que certaines soi-disant. Enfin, si, il y a de la pression à l'OM, bien sûr, hein.
Plus de pression que du public et des médias qu'au Havre et qu'à au Havre, par exemple. Hein. Voilà, tu as toujours un changement d'entraîneur aussi. Tudor, Sampaoli, Marcelino. Voilà, c'est ça. Le problème de Marseille, c'est que tu n'as pas le temps. Tu as la pression, il faut des résultats tout de suite. Et il y a aussi des joueurs qui peuvent arriver au Vélodrome et qui sont tétanisés. Hein. Jouer au Vélodrome, c'est pas comme jouer à la Baie des Champs. Hein. Il faut un gros mental, on va dire, pour être poli. Il faut une grosse paire de... Hein, des fois, quand tu as 60 000 personnes avec les fumigènes et tout, ça gueule, machin, hein, c'est pas évident. Certains joueurs n'arrivent pas avec cette pression. Hein. Je pense à Wai. Voilà, ils sont bons dans des clubs inférieurs, mais quand ils arrivent à l'OM, ils n'arrivent pas. Donc tu as cette petite instabilité aussi qui est un souci de l'OM. Dans l'équipe dirigeante de Longoria, j'aime plutôt bien ce que fait Benassia. Il est très bonne communication dans son rôle de relais. Il est honnête, il a des bons réseaux. On sent l'expérience de l'ancien grand joueur qui a joué en Italie, à la Juve, au Bayern, à la Roma. Il est proche des joueurs, mais à la fois il fait preuve d'autorité et de dialogue. Donc ça, c'est vraiment bien pour l'équilibre de l'équipe. Je trouve qu'on a été très sévère avec lui. Alors là, je suis pas supporter marseillais, mais l'histoire, il a menacé parce qu'il a pointé du doigt, il t'a pointé du doigt, c'est bon, c'est pas une menace, quoi. Calme-toi, quoi. C'est pas dramatique, c'est pas ça une menace, quoi. C'est pas la fin du monde, quoi. Et je dis ça objectivement, je suis pas supporter de l'OM, mais bon, voilà, quoi. Donc n'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît. Donc moi, je pense que cet OM, même s'il a des carences, s'ils font pas de bêtises, ils peuvent finir deuxième ou troisième. Logiquement, là, t'as battu Montpellier, bon. Pas de quoi fanfaronner non plus. Hein. Montpellier, c'est une équipe de Ligue 2. Hein. Je pense que tu peux battre Brest et après, tu auras le match décisif contre Lille qui, là, va te permettre de savoir si tu peux passer ou pas. Sachant que Diakité sera absent, le meilleur défenseur de Lille, si je dis pas de bêtises. Faudra surveiller Joe David, hein, les défenseurs marseillais. Attention, hein, parce que Lille, c'est plutôt une bonne équipe. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du classement de la finale de la Ligue 1. Est-ce que l'OM peut finir 2 ou 3 ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on aura PSG, Marseille ou Monaco 2 et Lille 3 ou 4, quoi. On aura quelque chose comme ça. Après, ça dépend dans quel ordre, quoi. Pour les 4 premiers, Lyon, Nice, Strasbourg, je les vois plutôt à la bataille pour la C3. De toute façon, c'est mieux pour eux. Hein. Je pense pas. Nice, cette année, a bazardé la C3. Ils n'ont pas accumulé de l'expérience, ils ont pris ça par-dessus la jambe. C'est dommage parce que cette expérience accumulée en C3 leur a pu permettre de faire une autre C3 ou une C1 l'année prochaine, mais là je ne les vois pas. Je ne pense pas qu'ils auront le niveau. Lyon, tu perds contre le pire Manchester United depuis 30 berges. Donc j'ai envie de te dire que tu n'as rien. Manchester qui doit être 15e, hein, c'est une catastrophe. Je ferai un podcast un jour sur Manchester, il y a énormément de choses à dire. Lyon, on n'a rien à faire en Champions League pour moi. Hein. Et Strasbourg, je ne sais pas, trop d'inconnus, c'est une équipe trop jeune, on n'a pas de recul suffisant. Donc je pense que Marseille a clairement les cartes en main pour finir comme il faut dans les 3 premiers. Plus l'OM a une histoire avec la Ligue des Champions. Ils ont fait quelques campagnes assez mauvaises les dernières années, donc il faut revenir à un bon niveau. Cette nouvelle formule, elle va pouvoir te permettre de donner de la visibilité. Tu as plus de chances de te qualifier. Voilà, Greenwood revient plutôt en forme. Là, il a mis un doublé. Il y a eu des tensions dans les vestiaires avec la déclaration de Rabiot. Oui, c'est vrai que Greenwood, il faut être un peu nonchalant. Il y a des joueurs qui ne semblent pas concernés. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand tu vas dans un vestiaire. Il y a de l'ego. Hein. Voilà, donc moi je pense que les 3 matchs qui arrivent, là, Brest, Lille, Le Havre, si tu fais 6 ou 7 points, je pense que tu es quasiment sûr d'être 2 ou 3e. Donc oui, ça devrait passer. Voilà, je continue un peu ma revue d'effectifs. Non, je pense que je l'ai faite. Non, j'ai bien aimé Ulysse Garcia, là, qui centre en première intention. Il a du caractère, là, c'est bien. Je trouve qu'il est meilleur que Merlin. Merlin, on me dit toujours qu'il est bon, mais moi, je le trouve pas exceptionnel. Enfin, bref. Là, De Zerbi a une bonne base pour travailler pour l'année prochaine. Il part pas de rien. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un attaquant, un joueur de côté, un joueur un peu créatif, un joueur de côté et 2 défenseurs centraux. Et là, je pense que tu peux vraiment avoir un effectif cohérent qui aurait de la gueule où tu peux faire quelque chose en Champions League. Hein. Il faut aussi enlever les joueurs pour faire baisser un peu la masse salariale, les joueurs qui sont pas bons, là, que j'ai cités avant. Mais voilà, tu peux être attractif en plus avec De Zerbi si tu joues la Champions. Ça peut être encore plus intéressant. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont partir. Hein. Je pense que Cornelius et Murillo, Kondogbia, ils vont pas faire de vieux os à l'OM, quoi. Ça c'est sûr. Donc j'ai fait quelques calculs d'apothicaire là et je pense que voilà, il faut sur les 3 prochains matchs, il te faut 6 ou 7 points, quoi.
Et ça devrait largement le faire, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Maintenant, voilà, à voir comment il va jouer l'année dernière de Zerbi. Quand il était à Brighton, il jouait plus avec 4 défenseurs. Là, il passe toujours à 3. C'est un peu ce que je disais au début. Il a peut-être pas les joueurs qu'il faut. Il s'adapte peut-être pas assez. Il faut peut-être repasser une défense à 4. On en saura plus en fin de saison. On en saura plus l'année prochaine avec le Mercato. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce podcast spécial OM, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot sur la chaîne. Salut à tous. Bye.